s'il vous plaît. Ah, merci. Un deuxième temps qui portera sur l'hypersensibilité au travail. Nous aurons sur scène Cécile Bost, qui a publié 2011 et 2013 une autre version, Différence et souffrance de l'adulte surdoué. Et alors là, c'est un livre que vous aurez tout à l'heure, il n'est pas en avant-première, effectivement, qui vient juste de sortir, qui s'intitule Surdoué. Vous avez des choses à vous dire, vraiment. Surdoué, s'intégrer et s'épanouir dans le monde du travail. Donc, je crois Cécile, tu as découvert ce livre hier ou avant-hier. Et la librairie Mola, même pas encore lu son livre aussi, quand même. La librairie Mola l'aura tout à l'heure, donc en exclusivité, en avant-première. Et Cécile a créé également un blog qui s'appelle Talents Différents, talentdifférents.com, avec la coprésentation de Fabrice Michaud, qui est un local de l'étape, qui fait beaucoup de choses en complément d'être membre de Mensa, qui anime le site hpitalent.com et Douance-Aquitaine, qui travaille énormément sur des gens qui sont surdoués, en difficulté dans le monde du travail, pour de multiples raisons. Mais voilà, nos deux intervenants vont vous raconter des tas de choses passionnantes avec Boris. On fait les deux interventions et après on fait comme tout à l'heure un petit ping-pong, un petit échange entre nous. Cécile Bost commence. Bonjour. Bon, alors je vais faire mon coming out. On parle d'hypersensibilité. Je vais faire une présentation debout, parce que si je la fais assise, je pense que je vais parler encore plus vite que ce que je vais parler debout. Mais à part ça, je ne suis pas du tout hypersensible. Oui, juste stressée. Ouais. Alors justement, cette hypersensibilité qui rend la vie si rude, en particulier aux surdoués, et en particulier dans le monde du travail, le monde des entreprises. Alors en regardant un petit peu, en travaillant sur le sujet, j'ai cherché un petit peu à comprendre pourquoi, en fait, au départ. J'ai l'habitude de dire que j'ai une dent contre un économiste anglais qui s'appelle Adam Smith, qui a créé la division du travail. Bon, il y avait Ricardo aussi, enfin, on va l'oublier. Hein, avec des tâches répétitives, élémentaires et complémentaires. Il était assez conscient que ça allait abrutir l'humanité, il l'a dit lui-même, hein, quand même. Mais il était très confiant dans la formation. Il y a juste que la formation, à mon avis, n'a pas suivi. Et l'autre chose, c'est que grâce à cette révolution industrielle, et à Adam Smith, on est dans des entreprises où la machine prévaut et donc surtout pas d'émotion. Donc quand on est un hypersensible, on fait comment? On apparaît comme faible. Je suis persuadée que pour certains d'entre vous, le mot « mais vous êtes malade », ça doit évoquer quelques souvenirs. Oui, ça semble être du vécu, je le sens. Attendez, si c'est plus malade, pour certains, il n'y a plus de je sens que ça, c'est un peu des entreprises et du MEDEF. Allez. Oui, 30% des entreprises, 243 entreprises sur 3 millions d'entreprises embauchent 30% de la population de la main-d'œuvre en France. Hein, ça fait quand même beaucoup. Fou, ça, on vous l'a parfois dit, peut-être pour certains porteurs de projets ou autres, mais fou, c'est peut-être parfois ce qui peut arriver à certains qui arrivent dans un cabinet médical pour s'entendre taxer de bipolarité, enfin d'être bipolaire, d'être Asperger, d'être TADA, schizo, au point où on en est. Et tout simplement parce qu'on a une norme qui dit qu'on est anormaux. Et c'est ça qui est le problème, c'est que la norme, c'est juste une moyenne statistique. C'est un calcul mathématique. C'est-à-dire que quand on est hors norme, comme les gens n'aiment pas ce qui est différent, c'est très facile de dire vous êtes anormal. Déjà, ça commence mal. Bon, alors, Odile m'a bien dit, attention, aujourd'hui, on est positif. Donc, j'arrêterai là pour le côté négatif. Mais il fallait quand même bien que je plante le décor.
pour vous rassurer. Alors, bon, les hypersensibles, c'est quoi? Tout le monde parle des émotions, tout le monde parle des étiquettes qui grattent, tout le monde parle de la lumière, tout le monde parle du bruit, tout à l'heure encore. Enfin bon, je vous rassure, moi aussi, quand j'entends tousser. Alors, je voudrais qu'on ne s'arrête pas juste à cette notion d'hypersensibilité. Je voudrais qu'on remonte d'un cran à ce qu'on appelle l'hyperexcitabilité. En anglais, overexcitability, OE, sinon sympa, qui me semble beaucoup plus intéressante à explorer que la seule hypersensibilité où on va s'arrêter à des grands stressés et des grands malades. L'hyperexcitabilité, c'est montée de série chez nous. C'est-à-dire que c'est inné. Oui, c'est complètement inné. Et quand on regarde les cerveaux, du côté du pariétal, c'est 85% de génétique. Donc effectivement, si l'environnement peut avoir un intérêt, un impact fort sur l'expression du surdon, je peux vous assurer que c'est génétique. Donc c'est inné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas dotés de ces hyperexcitabilités pourront faire tous les exercices qu'ils voudront, rien de plus. Ça veut dire que ceux qui l'ont de série pourront faire tout ce qu'ils voudront, rien de moins. Alors, ces hyperexcitabilités, pour ceux qui sont déjà qui connaissent un petit peu Dabrowski n'a pas traité que de la désintégration positive. Il a travaillé dans les années 70 sur ces fameuses hyperexcitabilités avec un autre Polonais qui s'appelle Michael Piechowski. Et donc, ils ont regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a 5 hyperexcitabilités. La première, c'est la psychomotrice. La deuxième, c'est l'intellectuelle. La troisième, c'est l'émotionnelle. La quatrième, c'est la sensuelle. Et la cinquième, c'est l'imaginatrice. Et qu'est-ce que ça vient faire dans le monde du travail, tout ça? J'aimerais bien que vous regardiez ce que ça donne dans le monde du travail, surtout ces côtés positifs que nous sommes tous si mauvais à mettre en avant, tellement nous sommes convaincus que nous sommes des gros nuls et des gros nazes. Voire fous, le cas échéant. L'énergie psychomotrice, c'est l'énergie de la tonicité. C'est ce qui fait qu'on peut vous garantir que vous êtes tada de temps en temps. C'est un défaut d'être enthousiaste. C'est un défaut de vouloir faire de la compétition, de se dire « ouais, je vais y arriver, ouais, je vais faire mieux que l'autre, ouais, trop bien ». Bon, d'accord, effectivement, c'est peut-être un défaut de devenir workaholic, mais ça arrange bien beaucoup d'entreprises d'avoir des gens qui bossent fort. Ça donne aussi l'agilité verbale, c'est pour ça que je reste debout. L'hyperexcitabilité intellectuelle, c'est celle du besoin de comprendre. C'est celle du sens moral. Quand on veut tout comprendre, ça donne des lecteurs compulsifs. Ils décortiquent tout, il faut que ils comprennent tout. Curiosité, tous azimuts. Alors, la fameuse pensée divergente, arborescente, tout ce que vous voulez. Mais mine de rien, quand on a autant cette volonté de comprendre le sens des choses, quand on a autant de curiosité, ça favorise la concentration. Donc c'est quand même plutôt bien d'être concentré, bosseur concentré, curieux, cherchant à comprendre mieux, enfin quelqu'un qui maîtrise ses dossiers, quoi, en l'occurrence. C'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, évidemment, quand l'hypersensibilité, l'hyperexcitabilité intellectuelle vous donne un talent de visionnaire, il y a des fois, ça suit un peu moins. Bon, je reconnais. Mais c'est quand même pas mal, quoi. L'hyperexcitabilité émotionnelle, c'est celle que tout le monde a tendance à connaître. Ah oui, mais je pleure pour un rien. Ah ben non, ouais, tout de suite, je me mets à rire pour un rien. Oui, on pourrait essayer de tenter de voir ça de l'autre côté. C'est la notion d'empathie, c'est la sensibilité à l'autre, c'est la compréhension très fine de tas de problèmes. Bon, c'est vrai aussi que vous avez plein de gens qui viennent se confier à vous parfois, c'est un peu compliqué, mais bon, prenez-le quand même comme quelque chose de plutôt bien, on vous fait confiance. Et c'est vachement important. Bon, il peut y avoir, d'ici à ce que vous deveniez gourou, il peut y avoir un pas, et puis après, bon, vous terminez peut-être dans les cachots parce que vous risquez de remettre l'ordre établi en place. Oui, ça c'est possible. Mais bon, avant d'y arriver, on peut déjà faire des tas de choses, et par exemple, être idéaliste. Alors, sur le blog Talents Différents, il faut quand même savoir que le billet consacré, sur 150 billets, le billet consacré à l'hypersensibilité recueille 30% des lectures. Il y a quelqu'un récemment qui disait « je suis idéaliste, c'est une vraie plaie, c'est une vraie croix, ce truc ». Oui, mais effectivement, les idéalistes, ils n'ont pas toujours la chance
de voir leurs idées se révéler, s'avérer pendant leur vie. Ça, c'est effectivement le souci. Mais c'est quand même quelque chose de bien, quelqu'un qui voit ce qui pourrait être et qui commence à en parler et qui commence à le partager grâce à son empathie, grâce à sa psychomotricité, grâce à son intellectuel aussi. Je trouve que c'est plutôt bien. L'hyperexcitabilité sensuelle, ça donne des nez remarquables chez les parfumeurs, ça donne des cuisiniers extraordinaires, ça donne des artistes avec un sens de l'esthétique absolument fabuleux, ça donne des grands séducteurs aussi, c'est vrai. Bon, mais ça aide dans le sens de l'entreprise. Savoir séduire, c'est un vaste sujet pour nous souvent, ça. Et puis enfin, l'hyperexcitabilité imaginatrice. Donc ça, c'est la capacité à s'exprimer en images, à faire des métaphores, vous savez, à être capable de comparer des choses. La vie est un voyage, bon, on compare des choses qui sont a priori pas forcément très comparables, et pourtant, ça fait sens, et ça permet dans des raccourcis comme ça d'avancer, d'aller mieux. Bon, ça permet d'imaginer des tas de choses, et évidemment, ça donne des scénaristes, ça donne des gens de théâtre, ça donne des réalisateurs absolument incroyables. Donc, si on résume, petit coup dans le négatif, faut-il quand même, on n'est pas si ingérable que ça. On est plutôt tenace, curieux, loyaux, moraux, créatifs, empathiques et surtout passionnés. On adore les challenges, quoi qu'on en dise. On aime bien aller regarder un petit peu défricher l'inconnu, ça en arrache bien quelques-uns, surtout dans le monde de l'entreprise. Vous regarderez bien beaucoup de chercheurs, beaucoup de développeurs, de nouveaux marchés, beaucoup d'inventeurs dans les entreprises. À mon avis, ce n'est pas étonnant du tout. En clair, pas besoin de chercher à motiver un surdoué hypersensible, il est déjà motivé tout seul. Parfois, il faut même le suivre. Ce n'est pas toujours évident. Alors, l'hypersensibilité, c'est un vrai souci pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, qui ne comprennent pas trop et qui s'arrêtent juste à l'étiquette qui gratte ou les lumières qui dérangent ou les bruits qui dérangent. Donc, je pense que c'est très, très important de se rappeler qu'effectivement, une hypersensibilité, une hyperexcitabilité, oui, c'est clair, ça déclenche du stress. Ça, c'est sûr. Monique de Kermadec le disait, c'est important de pouvoir s'y soustraire quand on le peut, mais pour s'y soustraire, il faut d'abord le reconnaître. Ça veut dire surtout ne jamais minimiser ça. Accepter cette différence, Dieu sait que c'est compliqué et je peux en témoigner, d'accord. Accepter cette différence en étant bienveillant avec soi-même. Bah ouais, je suis comme ça. Alors vous avez deux solutions. Bah oui, je suis comme ça, où est la poubelle? Ou bien, bah oui, je suis comme ça, mais peut-être que si je me raccroche à tous ces mots qui ont été dits avant, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Je pense que ce ne serait pas plus mal. Donc, ce qui me semble très important aussi, c'est de pouvoir nourrir cette ou ces hyperexcitabilités, parce qu'on n'a pas forcément toutes au même niveau, d'accord? Et je fais référence pour ça à l'intelligence triarchique de Sternberg, qui dit « c'est bien de rester dans la pensée, mais ce n'est pas suffisant ». Et c'est d'ailleurs ça qui fait très souvent le lit de la souffrance de beaucoup de surdoués, c'est qu'ils restent plongés dans leur pensée, ils n'osent pas avancer, ils n'osent pas faire. Évidemment, ça pourrait être mauvais, ça pourrait être pas bon, donc ce n'est pas la peine de montrer qu'on n'est pas bon. Et pourtant, si, pratiquer et créer sont des choses essentielles. On marche sur 3 jambes, donc on peut penser, ça, on est plutôt bon de ce côté-là. Mais c'est important de pratiquer, faire de la cuisine, avoir une relation sociale, même si c'est aller coller des timbres dans une association, c'est pas grave. Pratiquer. Bon, évidemment, si le gâteau est cramé, mais c'est pas grave, on peut se dire, ça va, ça n'engage pas le reste du monde, je peux le refaire. Donc on voit qu'on peut progresser. Et puis créer, c'est bien parce qu'on peut lâcher les watts. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses complètement fous que personne ne comprendra. On peut créer des nouvelles thèses de philosophie, on peut faire de la sculpture. Il faut juste, et là encore je peux en témoigner, il faut juste accepter de franchir le pas. Et ça veut dire que de temps en temps, il va falloir peut-être se faire un petit peu aider de personnes bienveillantes qui vont vous encourager à avancer, à dépasser vos peurs. En fait, je pense que quand on reste dans la souffrance, c'est qu'on a tellement peur que même en travaillant là-dessus, on continue à souffrir, qu'on préfère ne pas faire d'efforts. Donc, d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner là-dessus. En entreprise, mieux communiquer. J'ai trouvé une phrase très jolie d'Isabelle Padovani, qui est spécialiste de communication non violente, qui dit « Quel con, c'est un grand cri d'amour frustré ». On nous traite de tous les noms. Mais soyons un peu honnêtes, qu'est-ce qu'on dit des autres ?
Donc, je pense que mieux communiquer, c'est être capable de dire ce qu'on ressent, en évitant de dire aux autres que... Enfin, voilà. Bon. Et c'est mieux communiquer avec soi. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire comment dire, il y a une disjonction entre l'esprit, alors là, qui n'a pas de limite, et le corps, qui lui en a. Et donc, c'est très, très important d'arriver à ressentir son corps. Chez certains surdoués, on va même jusqu'à la lexithymie, c'est-à-dire incapacité à reconnaître les émotions. D'où l'importance de retravailler les sensations, la gestalt thérapie, très intéressante pour ça, pour comprendre comment on fonctionne, pour ressentir et être capable de ressentir les symptômes de quand on commence à partir en live. Ça, c'est très important. Et puis aussi, penser aux émotions positives. On a toutes les raisons, et surtout en entreprise, on a toutes les raisons de trouver tous les jours des choses qui ne vont pas. Et j'aime bien cette phrase de Knox Nota qui dit « Le plus grand danger pour un surdoué, c'est de terminer en colère, tristesse et frustration. » Chaque jour, astreignez-vous, c'est une discipline, mais chaque jour, astreignez-vous à avoir une émotion positive. C'est un sourire, c'est une odeur, c'est une lumière, c'est quelque chose comme ça, c'est vraiment important. Pour conclure, je voudrais juste vous dire, je crois que c'est très important de se dire que hypersensibilité ne signifie pas faiblesse, que ça signifie plutôt passion, et que le prochain qui vous dit que vous êtes hypersensible, vous lui répondez fièrement « Non, je suis intense ». C'est quand même, à mon avis, vachement mieux, parce que quelqu'un qui est intense, c'est quelqu'un qui est parfaitement capable, quoi qu'il en pense, d'affronter tous les challenges possibles. Un surdoué qui est si faible est incroyablement fort, et vraiment, je voudrais que vous vous en souveniez. Le plus important, c'est quand même, dans le monde du travail, de pouvoir mettre à disposition, dans l'environnement qui va bien, toutes ces hypersensibilités. Ça existe, un, parce que le monde du travail change, deux, parce qu'il y a déjà des petites sociétés qui sont à la recherche de gens comme nous. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci.